Comment bien utiliser le pacte Dutreil, cet avantage fiscal qui favorise la transmission d'une entreprise familiale? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Smart Patrimoine et plus particulièrement dans Enjeux Patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux expertes du sujet en plateau. J'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Maître Anaïs Lefeuvre. Bonjour Maître Anaïs Lefeuvre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes notaire associé chez Haussmann Notaire et nous avons le plaisir d'accueillir également Aurélie Alamijon. Bonjour Aurélie Alamijon. Bonjour. Vous êtes ingénieure patrimoniale chez Natixis Wealth Management. Alors nous allons commencer avec vous, Aurélie Alamijon. Comment peut-on définir le pacte Dutreil ? Alors, le dispositif Dutreil, c'est un mécanisme à portée fiscale, en fait, qui vise à favoriser, au plan fiscal, la transmission d'entreprises, que ce soit sous forme individuelle ou sous forme de société, à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés. Bien sûr. Qui en pratique un cas très fréquent. En octroyant, en fait, moyennant le respect d'un certain nombre de conditions, qui sont assez complexes, le bénéfice d'un abattement d'assiette de 75% pour le calcul des droits de donation et des droits de succession. Donc ça signifie concrètement que les droits vont être calculés sur seulement le quart de la valeur de l'entreprise. Et par ailleurs, quand on transmet une entreprise de son vivant, donc par donation, qu'on transmet sa pleine propriété à moins de 70 ans, on bénéficie d'une réduction complémentaire de droits de moitié, de 50%. Ce qui fait qu'on passe de 25 à 12,5, c'est ça ? D'accord. Si on transmet son entreprise à ses enfants à moins de 70 ans. D'accord. Alors, oui, voilà. Alors, il y a quand même un certain nombre de conditions à réunir pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. C'est un mécanisme qui va reposer principalement sur la prise d'engagement de conservation pendant une durée minimale globale de 6 ans pour le dispositif Dutreil dans sa version classique. Et qui porte sur une quote-part déterminée du capital social et aussi l'exercice d'une fonction de direction. Quand vous dites que ça porte sur une quote-part déterminée du capital social, ça veut dire qu'on peut transmettre une partie du capital social ou il faut... Alors oui, il faut en fait que l'engagement porte sur au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. D'accord. Voilà. Et qu'il y a ensuite un engagement à maintenir l'activité au moins 6 ans une fois qu'on a reçu l'entreprise ou une partie de l'entreprise. Oui, alors en fait, les engagements de conservation vont se décomposer, sont de deux ordres. Il y a tout d'abord un premier engagement, toujours dans la version classique du dispositif Dutreil. On aura peut-être l'occasion d'évoquer ce qu'on appelle des sessions de rattrapage. D'accord. Mais dans la version classique du pacte Dutreil, la première pierre en fait à l'édifice, c'est la prise d'un engagement de conservation d'une durée de 2 ans. D'accord. C'est une étape nécessaire et préalable. Cet engagement de 2 ans, il peut être soit collectif, c'est-à-dire pris par plusieurs personnes, ou unilatéral, pris par une seule personne. Et cet engagement, il doit être en cours au moment où s'opère la transmission par donation ou si malheureusement le décès intervient. Ensuite intervient la transmission par donation ou par succession et une fois que cette transmission est opérée et lorsque l'engagement de conservation de 2 ans est arrivé à son terme, eh bien, va s'enclencher un second délai de conservation de 4 ans individuel de 4 années qui sera pris par chacun des bénéficiaires, des donataires ou bien des héritiers. Maître, si je comprends bien, donc il y a ces 2 ans obligatoires dès que le pacte. Alors je ne sais pas pourquoi on parle de pacte, vous parlez de dispositif, moi je parle de pacte parce que tout le monde parle de pacte, il y a un... c'est un pacte vis-à-vis de l'administration fiscale, voilà. C'est ça Exactement. Donc il y a 2 ans qui sont enclenchés automatiquement dès qu'on enclenche le dispositif quoi qu'il arrive, et ensuite c'est des engagements individuels pour ceux qui en ont bénéficié, c'est ça ? Exactement. Le pacte Dutreil répond à 3 grands principes. L'engagement collectif de conservation de 2 ans, donc qui est souscrit par le donateur ou en tout cas l'associé en place dans la structure et les autres associés s'il le faut, avec au moins un dirigeant dans ce pacte. C'est pour ça qu'on parle de pacte, parce qu'on prend un engagement de conserver ses parts pendant 2 ans. Et ensuite, il y a la prise de relais par les donataires ou par les descendants pour une durée de 4 ans qui doivent eux-mêmes garder les parts et ne pas les céder, surtout, puisque sinon ça remet en cause le pacte. Si on rentre un petit peu dans le concret pour se demander comment bien l'utiliser, prenons peut-être un exemple, je ne sais pas, je suis chef d'entreprise, j'ai 80% du capital, mais je n'ai pas 100% de mon capital, j'en ai que 80%, j'ai moins de 70 ans et j'ai envie d'utiliser ce pacte pour transmettre à mes 3 enfants. Est-ce qu'il y a beaucoup de complexité, beaucoup de complications ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de conditions quand même à respecter. Comment est-ce qu'on fait concrètement ? Le point de départ, c'est de vérifier l'activité de l'entreprise, puisque aujourd'hui, la loi de finances de 2024 nous a précisé quelles sont les activités qui sont éligibles par rapport aux activités commerciales au pacte Dutreil. Donc toutes les activités ne sont pas éligibles ? Toutes les activités ne sont pas éligibles. Ce sont les sociétés qui ont une activité soit commerciale, agricole, libérale ou industrielle. Il y avait un gros débat doctrinal sur la partie activité commerciale qui a été
précisé avec plus ou moins de finesse par oui. l'administration fiscale et qui renvoie toutes les activités qui relèvent de l'imposition au BIC. D'accord. On fait ce qu'on veut avec ça. Je pense qu'il y aura encore un gros débat doctrinal autour de tout ça. Donc nous, en tant qu'experts, la première chose qu'on regarde, c'est cette activité de société. Ensuite, on vérifie bien évidemment que les seuils de droits de vote et de droits financiers qui ont été évoqués par Aurélie tout à l'heure sont bien atteints. Donc 17% des droits financiers, 34% des droits de vote pour les sociétés non cotées et 10 et 20 pour les sociétés qui sont cotées. Donc on ne peut pas transmettre moins que cela, c'est ça? Non, mais par contre, le donateur, ou en tout cas la personne qui transmet, peut ne pas avoir totalement ses droits, atteindre ce seuil tout seul. Il peut faire souscrire avec ses associés au pacte. D'accord, je comprends. Voilà, donc le but, c'est que tous les souscripteurs du pacte atteignent ce seuil. Et ensuite, on peut ne transmettre qu'une partie de ces parts. D'ailleurs, c'est ce que nous, on conseille de notre côté. C'est de garder une partie des parts qui sont pactées, entre guillemets, oui. et d'autres qui sont librement cessibles. Par exemple, si on a besoin de trésorerie, c'est toujours bien de pouvoir céder les parts qu'on a dans l'entreprise pour dégager de la trésorerie et sans remettre en cause la souscription du pacte. Donc d'actionner le pacte du trade que sur une partie du capital possédé par celui ou celle qui va céder, pour d'un côté préparer la succession ou en tout cas la transmission, mais de l'autre quand même garder des parts qu'on peut vendre si besoin, si je comprends bien, si je caricature. Aurélie Alamijon, c'est ce que vous conseillez, constatez également Oui, en pratique, en fait, on voit un petit peu tous les cas de figure. Alors c'est vrai que pour répondre à la question comment bien l'utiliser, on va tenir aussi compte des objectifs. Si on est dans une situation très concrètement d'un chef d'entreprise qui évoque un projet de cession de vente de son entreprise à très court terme, qui est même en train peut-être d'être engagé dans des pourparlers avec de potentiels acquéreurs, c'est clair qu'on ne va pas recommander la mise en place du dispositif du trade. Et d'ailleurs, pardon, petite parenthèse, ça a l'air tellement compliqué le dispositif du trade. On vient vous voir en vous disant je veux un dispositif du trade, ou c'est plutôt des professionnels qui proposent ça après l'étude patrimoniale d'un chef d'entreprise ou d'une chef d'entreprise? Tout est envisageable. Il y a des personnes effectivement qui sont très très bien renseignées et à juste titre, tant mieux sur ce dispositif. Donc là, l'idée va être de calibrer et d'affiner, de vérifier effectivement, comme le disait Anaïs, si tous les critères sont bien réunis. Et puis il y en a d'autres qui ne connaissent pas et auxquels on va les aider à progresser, à cheminer vers ce dispositif qui présente vraiment, qui est vraiment d'un grand intérêt, d'un grand secours. Parce qu'on peut aussi avoir un chef d'entreprise qui lui a une idée très très concrète de la transmission de son entreprise, qui a même peut-être parmi ses enfants de potentiels repreneurs, de potentiels dirigeants. Donc là, évidemment, on va le recommander à coup sûr. Et puis, on va pouvoir aussi le recommander entre ces deux situations, finalement, à une personne à titre conservatoire. À une personne qui, finalement, n'a pas forcément de projet défini de donation, mais qui, pour autant, voudrait se prémunir d'un décès accidentel prématuré. Ou bien une personne qui souhaite donner, mais qui n'a pas encore défini le timing et l'horizon de cette donation. Donc là, on va lui conseiller utilement de mettre en place cet engagement de conservation de 2 ans, puisque c'est quand même le préalable nécessaire, bien sûr, sauf le cas du réputé acquis, à la transmission, étant précisé que cet engagement de conservation de 2 ans n'oblige pas à donner et n'impose pas de transmettre tout de suite. Mais ça permet d'actionner le début du dispositif. Alors, on n'est pas obligé d'aller au bout, mais on peut commencer à actionner le dispositif, voilà. C'est ça? Et ce qu'il faut voir, c'est que tant que la transmission par donation ou par succession n'est pas intervenue, tant qu'on n'a donc pas acquitté les droits, si finalement on ne respecte pas cet engagement de 2 ans, ce n'est pas grave, puisque la conséquence, par exemple, si on avait une opportunité de cession, encore une fois, tant qu'on n'a pas donné, et tant qu'on est encore en vie, par hypothèse, ce n'est pas grave, les droits n'ont pas été payés. Si on vend, ça ne remettra pas en cause quoi que ce soit, puisqu'encore une fois, la fiscalité n'aura pas été acquittée. Et si on n'a pas anticipé les choses, de toute façon, il existe des dispositifs pour rattraper et pour pouvoir mettre aux descendants et aux héritiers de bénéficier. Les fameuses sessions de rattrapage dont vous parliez tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Alors, on va en parler des sessions de rattrapage, mais juste avant, pour bien comprendre, le seul cas où on actionne un pacte du trade n'est pas uniquement quand on a un ou une héritière qui pourrait reprendre l'entreprise et donc on cherche une facilité de succession. C'est ça, c'est beaucoup plus vaste que ça, si je comprends bien. C'est plus vaste que ça, parce qu'en fin de compte, alors il y a le cas classique de le chef d'entreprise a désigné dans ses enfants celui qui allait reprendre l'entreprise, et ensuite il y a celui qui ne s'est pas encore posé la question, où en fait la question sensible de qui va reprendre l'entreprise n'a pas encore trouvé de réponse. D'accord, ouais. Et là, à ce moment-là, ce
cet engagement de 2 ans, c'est un pacte unilatéral, il le souscrit, le temps pour lui de définir qui va reprendre l'entreprise. Et il faut savoir que l'engagement individuel doit être pris par un des héritiers ou un des légataires ou un des donataires. Donc en fin de compte, ça peut aussi ne pas être un des enfants. Alors bien évidemment, là, les calculs vont être un petit peu plus savants. Il va falloir vérifier que les masses sont bien équilibrées, mais on peut aller chercher un repreneur de l'entreprise autrement que dans ses enfants directs. Oui. Et j'ajouterais que c'est très important par rapport à la fonction de direction. On n'est pas, il ne faut pas nécessairement qu'un des enfants soit repreneur. On n'est pas dans une stratégie de passer la main quelque part, on est une stratégie patrimoniale. Oui. D'accord. Mais qui peut être aussi dans un passage de relais d'une transmission vraiment dynastique d'une entreprise sur plusieurs générations et qui a vocation à rester dans le giron familial. Alors là, justement, on parlait des sessions de rattrapage, c'est très important parce que quand on est dans le cadre d'un dispositif du trade classique avec l'engagement de 2 ans suivi de l'engagement de 4 ans, là, la fonction de direction peut être exercée par la personne, a priori le donateur, c'est-à-dire celui qui est membre de ce pacte, de cet engagement collectif qu'il a signé, ouais. Mais aussi par les donataires, voire les héritiers en cas de décès. Alors que dans l'engagement réputé acquis, en fait, la fonction de direction doit être nécessairement exercée par l'un des donataires ou l'un des héritiers. Alors là, je ne vous ai pas suivi. Réputé acquis, c'est les sessions de rattrapage, voilà. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'en fait, la loi considère que l'engagement de 2 ans a été réalisé. D'accord, je comprends. Et on entre tout de suite dans la phase de l'engagement individuel. Et donc les 4 ans qui restent. Voilà, ce qui raccourcit les délais de conservation. Maître Anaïs Lefebvre, si on prend un petit peu de recul et qu'on, sur les quelques minutes qui nous restent, qu'on essaye de répondre à cette question, comment bien l'utiliser. Alors effectivement, il y a le travail de recherche ou de vérification qui est fait par les professionnels, de vérifier si l'activité correspond bien, si ça correspond effectivement à la stratégie patrimoniale, mais est-ce qu'il y a un âge où il est plus intéressant de le faire? Est-ce qu'il y a des situations familiales où il est plus intéressant de le faire? On a parlé d'une situation simple, entre guillemets, avec des enfants, quand on a des enfants d'un premier ou d'un second mariage, quand on a potentiellement des conjoints d'enfants ou à l'inverse des enfants d'un conjoint. Est-ce que ça complique les choses? Est-ce qu'il y a des situations qui sont meilleures que d'autres? Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est un dispositif qui est très méconnu par les chefs d'entreprise. Il y avait un sondage qui avait été fait pour le Sénat en 2022 par OpinionWay qui disait que 82% des chefs d'entreprise ne connaissaient pas le pacte du trade. D'accord. Énorme. Ouais. Effectivement, moi je dirais que le meilleur conseil, c'est de le mettre en place le plus tôt possible. En tout cas, quand l'entreprise est à un niveau de maturité qui permet de connaître sa valeur, parce que c'est important d'avoir une valeur en face de la transmission. Mais une fois que c'est fait, qu'on est arrivé à cette maturité, c'est important de se poser ces questions de transmission. C'est jamais trop tôt pour transmettre, ou en tout cas anticiper les solutions de transmission. Il n'y a pas de cas type du pacte du trade. C'est un dispositif qui est rigide mais souple à la fois parce qu'il permet d'avoir on a le pacte du trade classique mais il permet aussi d'avoir ce qu'on appelait tout à l'heure les sessions de rattrapage. Il s'adapte aussi à des sociétés qui peuvent avoir des éléments d'extranéité si elles répondent aux mêmes conditions que celles qui sont imposées par l'administration fiscale française. Donc il n'y a pas de cas type. Effectivement, quand on a épuisé un peu ses droits de transmission pour des éléments patrimoniaux immobiliers, qu'on a prévu de démembrer, qu'on a déjà fait des donations, qu'on a épuisé les abattements, le pacte du trade a un réel intérêt puisque décoter de 75% la valeur des parts de l'entreprise, ça permet d'alléger le coût fiscal de la transmission. Mais je pense que c'est un outil qui est assez général pour qu'il s'adapte à tout type de situation et ça vaut le coup de se poser la question à chaque fois qu'on... Le plus tôt possible, si je comprends bien. Le plus tôt possible. Aurélia Lamigeon, très rapidement. Le plus tôt possible, c'est tout à fait ça, parce qu'il ne faut pas oublier en fait que les conditions, certaines, et notamment l'une d'entre elles qui est la nature de l'activité de l'entreprise qui est transmise, qui doit être industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou artisanale, ça doit être respecté pendant toute la durée des engagements. Et c'est particulièrement important ça quand on est face, on pourrait en reparler une prochaine fois, en présence d'une société holding, d'une holding notamment animatrice ou pas, parce que quand on regarde sur une durée de 6 ans, remplir la condition sur toute cette durée-là, c'est pas évident à remplir. Et justement, plus on donne tôt, plus on sera libéré de ces contraintes finalement dans la durée. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup Aurélia Lamigeon, ingénieure patrimoniale chez Natixis Wealth Management. Merci également Maître Anaïs Lefebvre, notaire associé chez Haussmann Notaire. Et quant à nous, on se retrouve dans l'œil du CGP.